En tout cas, merci d'être avec nous, Alex. C'est vraiment cool de t'avoir. Moi, je suis Ça me super fait fier de t'avoir. excessivement plaisir d'être là. Tout le monde connaît notre histoire, Mehdi, ou pas? Eh ben non, je pense pas. Je pense pas. J'ai une histoire particulière, moi, avec Alex. Bonjour à toutes et tous. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là. C'est un vrai plaisir de vous avoir. On a un petit peu plus de monde que d'habitude aujourd'hui. Ça doit être l'effet Alex. Ça, c'est parce qu'on a dit que tu étais un grand passionné de vin. C'est pour ça, je pense que ça a attiré du monde. Ouais. Ça joue beaucoup. Et oui, effectivement, moi j'ai eu l'occasion, si ça n'avait pas été pour Alex, j'aurais probablement pas été ici là maintenant. Je serais probablement en train de faire du private equity, de la finance ou alors autre chose, je ne sais pas. C'est un peu, c'est un call avec Alex en 2012-2013 qui m'a attiré vers un peu tout ce monde que je ne connaissais pas, qui était le monde de la technologie, des startups, du produit, de San Francisco, de tout ça. Et puis, il m'a pris sous son aile. Pendant un an, on a travaillé ensemble. Ça a été beaucoup de technologie, beaucoup de chicken wings aussi. Beaucoup de matchs de Champions League à San Francisco entre midi et 2, parce que là-bas, ils ne connaissent pas le vrai foot. Et en tout cas, aujourd'hui, on a la chance de t'avoir pour discuter, pour échanger autour du product management et voilà, te poser des questions et partager un petit peu cette passion qu'on a en commun. Euh, Merci à toutes et à tous d'être là. Bienvenue. Tac, je vais partager mon écran. Ça, vous allez pouvoir un petit peu, hop, au moins voir qui est en charge de l'animation aujourd'hui. Donc, on est chez Maestro aujourd'hui. Bienvenue, on vous accueille. On a toute l'équipe avec nous. C'est rare. On fait en sorte de, encore une fois, je le répète à chaque webinaire, mais c'est important, de co-construire les meilleures formations pour des talents du produit. Et on le fait pas seulement en interne, on le fait vraiment avec toute la communauté produit, avec des profs, des experts, avec nos élèves. Et aujourd'hui, donc, on accueille Alex pour échanger autour de conseils assez concrets pour product manager, mais aussi pour entrepreneurs et qui s'appliquent à d'autres types de profils. La question que je vais vous demander aujourd'hui à toutes et à tous, c'est de nous mettre dans la chatbox le meilleur conseil pro qu'on vous a donné. Un, peut-être deux conseils qu'on vous a donnés jusqu'ici qui vous a vraiment, vraiment servi. Moi, je vais vous donner un exemple. En 2013, quand j'ai rejoint White Truffle avec Alex, je me souviens qu'il m'a partagé ce conseil, qui m'a dit, moi j'étais jeune, j'étais fouilleux, j'étais orgueilleux, il m'a dit, écoute, en startup, et en particulier dans le produit, on met son ego de côté, on ne met pas en avant son ego, c'est hyper important. C'est hyper important pour tout un tas de raisons et c'est quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre mais que j'ai compris aujourd'hui et qui est resté gravé. Donc essayez de nous partager le meilleur conseil pro que vous avez eu jusqu'ici en chatbox s'il vous plaît. Alors, très rapidement, donc, effectivement, en 2013, j'ai rejoint White Truffle. Je suis rentré en France ensuite pour terminer mes études et j'ai fait du produit donc, dans différentes startups. Aujourd'hui, je dirige Maestro, qui est un bootcamp intensif d'excellence et sélectif autour des métiers du produit. Et je vais co-animer ce webinaire avec Annabelle. Salut tout le monde, enchantée, je suis ravie d'être là. Je suis la cofondatrice de Maestro et j'ai eu dans le passé pas mal d'expériences qui m'ont permis de voir pas mal de choses assez différentes. Je suis rentrée dans la tech depuis 5-6 ans maintenant. Ravie de t'avoir avec nous, Alex, et de comprendre avec toi comment on peut encore plus progresser et être meilleur sur tous les thèmes produits. Et Alex. Eh bien, merci de m'avoir. Déjà, je suis quand même super content d'être là. Et Mehdi, ça me fait extrêmement plaisir. Un, que tu te souviennes de mes conseils, ça c'est quand même. et, et deux, qu'on se reparle, c'est quand même. C'était des moments particulièrement super qu'on a passé ensemble. Et moi, donc, je suis un peu un product entrepreneur. J'ai monté ma première boîte à 18 ans que j'ai crashé en 6 mois. J'ai fait les premiers sites web de France Télévisions. On avait fait c'était il y a très longtemps, les premières fois qu'on faisait on encodait tout le sport en ligne.
pour que les gens puissent le regarder sur leur modem depuis chez eux. Ensuite, j'avais rejoint Yahoo, où j'ai passé 10 ans, 8 ans en fait chez Yahoo dans différents rôles. Yahoo m'a fait déménager de Londres à San Francisco. Ça fait maintenant 15 ans que je suis à peu près à San Francisco, où j'ai été dans certaines startups. J'ai monté ma propre startup que j'ai mergée après 5 ans. Et après ça, j'ai rejoint Facebook, où je dirigeais le produit Facebook Groups. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et après, j'ai rejoint l'équipe de Stories pour diriger Stories, là où je suis aujourd'hui. Et je vis à SF avec mes 2 enfants qui ont 6 et 8 ans. Et le meilleur conseil pour les parents, s'il y en a d'entre vous qui sont parents ou qui vont être parents, c'est d'embaucher une babysitter quand vos enfants sont réveillés et non quand ils dorment. Ça a changé ma vie. Ce conseil a changé ma vie. Ça n'a rien à voir avec le product management, mais ça a changé ma vie. Génial. Continuez de nous partager, s'il vous plaît, vos conseils. Il y en a vraiment des très, très bons. Les meilleurs conseils qu'on vous ait donnés dans votre carrière professionnelle. Et nous, on va donc enchaîner. On va essayer de vous partager ces 10 conseils, de poser quelques questions à Alex autour de ça. Évidemment, si vous avez des questions, la chatbox est faite pour ça. Donc, n'hésitez vraiment pas. Nous, on les relayera. Je propose qu'on y aille. C'est parti. On y va? Ouais, c'est parti. Écoute, alors moi déjà, quand je pense au product management et à des conseils, j'ai toujours, je veux des choses très pragmatiques, c'est-à-dire des choses que demain vous pouvez utiliser dans tout ce que vous faites. Et moi, il y a vraiment, quand je regarde mes 20 ans de carrière, je me dis toujours, si j'avais su ces 10 choses-là quand j'ai commencé, je pense que certaines situations seraient mieux passées. Et donc, voilà, je voulais vous faire partager ça. La première chose, c'est qu'un PM se doit d'être excessivement sceptique. Alors, c'est très compliqué comme concept parce que normalement, le PM, c'est la personne qui est très optimiste, positive et qui pense que tout va marcher. Et en fait, il faut être la personne la plus sceptique dans la pièce. Si ce n'est pas vous qui êtes sceptique, quelqu'un d'autre va l'être. Et là, vous allez être pris en dépourvu. La manière que j'utilise avec mes équipes, je vous donne un exemple. Récemment, on a lancé un produit sur Stories et l'équipe vient et ils ont tout un brief. Pourquoi on doit lancer cette feature? Super brief. Ils ont bossé pendant des semaines dessus, super high qualité, très bon cas. Je leur pose une seule question. La question, c'était, très bien, quel est le cas pour ne pas lancer la feature? Que vont dire des gens qui ne voudraient pas la lancer? Et ça a forcé l'équipe. Donc, le meeting s'est arrêté très vite parce qu'ils n'étaient pas forcément prêts à répondre à la question. Donc, je leur dis, pas de problème, prenez votre temps, revenez vers moi avec, je veux la même chose, mais que vous me convainquiez qu'il ne faut pas la lancer. Et ça, en fait, de faire cet exercice leur a permis de créer un cas pour la lancer qui était encore plus fort. Parce que tout d'un coup, ils ont compris ce qu'on appelle les blind spots de leur projet et étaient capables de l'expliquer beaucoup mieux. Donc, ça, c'est la première chose, d'être excessivement sceptique. Si vous avez une feature que vous voulez lancer, vous pensez qu'elle est très bien, passez une soirée à vous dire, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'est pas bien là? Quelle est la personne qui sera le plus contre cette idée? Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Donc ça, c'est le point numéro 1. Soyez sceptique. Le point numéro 2, c'est quand vous parlez à plein de PM, en général, vous faites des entretiens, vous dites quelle est la qualité première d'un product manager. Très souvent, le mot communication arrive assez tôt dans la discussion. Oh, le PM, c'est le best communicator. Et quand ça, en général, ça se passe, la personne qui dit ça, en fait, en général, a tendance à vouloir dire que elle pense qu'elle est plutôt bonne à communiquer. Il s'avère que ce n'est pas le cas. Et que même après 20 ans, je suis très mauvais, que le nombre de situations compliquées qui sont dues à une miscommunication ne fait qu'augmenter. Et qu'il faut bien prendre conscience à quel point cette qualité est nécessaire et à quel point cette qualité demande énormément de travail.
Et en plus de la communication, il y a cet élément qu'on appelle le storytelling, donc la qualité de pouvoir raconter une histoire, qui est critique pour n'importe quel PM, et dont la plupart des PM pensent qu'ils sont très bons à ça, et en fait, on est tous plus ou moins mauvais. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut travailler énormément, tous les jours. Il faut prendre des mentors, il faut prendre des idoles, des gens qui sont les meilleurs storytellers de la Terre. Et ça n'a rien à voir avec la tech, hein. Ça peut être un chef cuisinier, ça peut être un romancier, ça peut être... mais vraiment approfondir cette qualité de raconter une histoire. Moi, j'ai embauché une boîte pendant 1 an où je faisais du coaching juste là-dessus. Comment apprendre à vendre un produit, vendre une feature, vendre une histoire. Mais Ouais. qu'est-ce que ça t'apporte en plus quand tu es product manager de savoir vendre une fonctionnalité? C'est que tout est plus facile. Notre but en tant que PM, on pitch une vision d'un produit, on pitch des features, on pitch une direction, on pitch une équipe, on pitch une boîte, on est des pitchers. Et il faut être très bon. Et plus vous allez avancer dans votre carrière, plus les gens à qui vous allez pitcher sont des gens particulièrement intelligents, avec beaucoup de connaissances et qui ont besoin et qui vont avoir, où en fait vous allez avoir très peu de temps, il faut avoir beaucoup d'impact. Moi, je me souviens quand j'ai pitché la stratégie Communities pour Facebook à Mark Zuck, on n'a pas beaucoup de temps, il faut raconter une belle histoire, il faut que ça l'aide tout de suite. Et donc ça fait partie des choses et il faut vraiment donc ne pas sous-estimer à quel point c'est important et ne pas surestimer ses propres qualités. Est-ce qu'il y a des petits frameworks, des petites choses qu'on peut appliquer? Oui, il y a des frameworks. Alors, il y a le framework Feel, See, Believe, par exemple. Je ne sais plus s'il le met dans cet ordre-là ou pas. Enfin bon. Non, c'est See, Feel, Believe. Voilà. Donc, See, en général, c'est pitcher ce qui va se passer. Est-ce que tu peux voir ce qui va se passer? Donc, par exemple, si je vous dis, bon, vous savez, dans 10 ans, toutes les voitures sont autonomes, quoi. Toutes les voitures seront autonomes dans 10 ans. Mettons 15 ans. C'est quand même... on peut se mettre d'accord là-dessus. On est... Bon, ok, peut-être pas 15 ans, peut-être 20 ans, mais on est d'accord qu'à l'avenir, mes enfants, je ne suis pas sûr qu'ils vont apprendre à conduire. Et donc ça, c'est le si. Donc là, c'est ce que Reid Hoffman appelle la investment thesis. Est-ce qu'on est d'accord sur comment va être l'avenir à un moment donné, quoi. Après, le feel, c'est imaginez un peu, toutes les voitures sont autonomes, plus d'embouteillage, plus besoin de garer des voitures dans la rue. À Paris, c'est quand même, ça serait génial quand même de ne pas avoir garé des voitures dans la rue. Ça veut dire tout d'un coup, vous n'avez plus à attendre pour un taxi, parce que les voitures seront régulées, donc tout arrivera tout de suite. On n'aura plus besoin d'avoir une voiture. Il y aura un parc quelque part et les voitures vont venir. Ça veut dire que possible aussi, les routes n'ont plus besoin d'être aussi grandes, plus de place pour les piétons. C'est un monde urbain qui change complètement. Ça veut dire que les personnes âgées maintenant peuvent se déplacer quand elles veulent. Ça veut dire qu'un enfant de 8 ans peut maintenant aller dans une voiture, être complètement safe et d'aller de chez son père à chez sa mère. Ça va changer la vie, ce truc-là. Ça, c'est le feel. C'est émotionnel. Tout d'un coup, c'est « oh là oui, oh là, c'est bien ça ». Et le believe, c'est maintenant, je vais vous dire comment moi, je vais faire quelque chose là-dedans. Alors, ça peut être donc Uber qui dit nous, on va construire ces voitures, on va les faire et on va investir des milliards. Et voilà ma roadmap. Voilà donc, si on veut être là-bas, si dans 10 ans, c'est ça, dans 5 ans, il faut qu'on soit là. Dans 3 ans, il faut qu'on soit là. Dans 1 an, il faut qu'on soit là. Et voilà ce qu'on va faire dans les 6 prochains mois. Donc, ça, c'est un des frameworks que tu peux utiliser. Le truc aussi, le conseil qui est intéressant là-dedans, qui est super important, c'est ne jamais avoir dans ton narratif, jamais avoir ce qu'on appelle des exits. Si jamais tu dis quelque chose où la personne à qui tu parles peut ne pas être d'accord,
c'est fini. Elle va exiter ton narratif, tu la perds. Donc, il y a un des trucs très classiques, par exemple. Là, j'avais une de mes équipes, donc ils me pitchent une idée et ils me disent, voilà les raisons pour lesquelles on veut faire ça. Donc, il y a la première raison qui est évidente et claire, c'est que dès qu'on parle à nos utilisateurs, c'est la feature request numéro 1. Ça fait 2 ans qu'on fait des surveys toutes les semaines. Ça fait 2 ans que ce truc-là, c'est le numéro 1 à chaque fois qu'on parle aux gens. Donc ça, c'était leur argument premier. Et après, ils m'ont mis 4 ou 5 autres arguments qui étaient beaucoup plus subjectifs. Et mon conseil, c'était de leur dire, enlevez tout ce qui est subjectif, parce que dès que vous mettez un truc subjectif, je ne vous crois plus. Par contre, le premier argument qui est clair, mettez-le en avant et assurons-nous qu'on a bien tout vérifié, que c'est effectivement le cas, que les surveys sont faits de manière correcte, que c'est d'un point de vue scientifique qu'on est d'accord sur les résultats, qu'il n'y a rien qui ne va pas dans la manière dont on a choisi les gens, etc., etc., etc. Comment est-ce qu'on peut faire en termes de quick win très, très rapide là, pour être meilleur storyteller en tant que product manager? Il y a des bouquins là-dessus. Il y en a un qui s'appelle, je l'ai ici, mais je ne me souviens plus. Je pourrais l'envoyer, c'est Get Story, un truc comme ça. Le truc le plus intéressant, c'est de choisir des gens, de voir des gens qui sont très bons et de s'entraîner. Un des meilleurs storytellers au monde, c'est Chris Cox, qui est donc le CPO à Facebook. Et un jour, on lui pose la question, il sort de scène, il vient de faire une présentation et honnêtement, il avait été absolument génial. Et il sort de scène et on lui dit, mais Chris, d'où tu sors ça, quoi? Et il dit, ça, c'est juste la 32e fois que je la fais, en 24 heures. Il s'était préparé 31 fois avant, dont 5 fois sur scène, avec des gens dans la salle, avec les lumières, avec tout. Ce n'est pas un truc inné, c'est un truc qu'on apprend. Bon, j'avance sur le 3e. Ouais, allons-y. Bon, People Problem Framework, ça c'est un truc que j'ai appris à Facebook, on l'utilise vachement. C'est-à-dire que, en fait, dès qu'on a un projet, un produit, on utilise ce qu'on appelle le People Problem Framework. Alors, le People Problem Framework, ça commence comme ça. La première question, et qui est probablement une question qui ne va pas vous étonner, c'est quel est le People Problem? Quel problème qu'ont les gens, en fait? Les gens, ils n'aiment pas conduire après un verre de vin, donc il faut qu'on crée des voitures autonomes, par exemple. OK, super. Donc ça, c'est le plus important. Et en général, la plupart des gens s'arrêtent là. C'est-à-dire que la plupart des product managers, etc., c'est « Oh, il y a ce problème énorme et voilà comment je vais le régler. » Et ça, en fait, c'est justement, ça revient un peu à un point un peu plus tôt, c'est un petit peu trop optimiste, en fait. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est comment on sait que ce problème existe. Et là, tout d'un coup, on va comprendre l'intensité du problème. Est-ce que c'est un problème qui est très prévalent ou est-ce que c'est un problème qui est marginal? En gros, est-ce que c'est un problème qui est worth fixing? Est-ce qu'on pense que ça vaut le coup de régler ce problème? Et la troisième question, qui est tout aussi importante, c'est qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a réglé le problème? Donc, nous, à Facebook, on utilise ça quasiment pour tout. C'est OK, qu'est-ce que tu vas régler? Comment tu sais que c'est un vrai problème? Et le temps qu'on passe sur comment tu sais que c'est un vrai problème n'est pas négligeable. On passe plus de temps là-dessus que sur le problème lui-même. Mais justement, comment tu sais si c'est un vrai problème? Est-ce que c'est la fréquence du problème, l'importance pour les gens? Est-ce que c'est la valeur monétaire que la solution sous-tend? Ça peut être plein de choses. Ça peut être, donc tu utilises, tu as à la fois de la donnée et puis de la donnée quantitative, de la donnée qualitative. Tu as différents signaux que tu peux utiliser. Par exemple, et c'est vrai, je prends un exemple qui n'a rien à voir dans le project management, dans le relationnel, par exemple. Moi, je suis marié avec ma femme, etc. S'il y a un problème et qu'elle ne me dit rien,
le problème n'est pas important. Par contre, s'il y a un problème et qu'elle commence à me crier dessus, là, tout d'un coup, je pense qu'il faut que je fasse gaffe, il faut que je règle le problème, tu vois. C'est que c'est important pour elle et que je n'ai pas réalisé. Et c'est la même chose avec le produit. C'est que tu as un produit, tu as plusieurs signaux comme ça qui peuvent arriver. Par exemple, tu peux avoir je sais pas, ton site ne se load plus. Bon, c'est un vrai problème, ça. Je pense que ça vaut le coup de regarder. Ou alors, tu peux avoir un autre problème, c'est que 10% des gens n'arrivent pas à accéder à ton service. Parce qu'ils sont sur des téléphones beaucoup plus faibles ou beaucoup moins avancés que les 90 autres pourcents. Donc, en fait, ça dépend des conséquences du problème. Mais c'est en ça que comment tu sais que c'est un problème est important. Et après, la réponse, c'est qu'est-ce qui se passe une fois que tu as réglé le problème? C'est là que ça te donne vraiment l'impact que tu peux avoir. Donc ça, c'est un bon framework. Ça, je vous le conseille à tous. Ouais. Ça marche très bien. Un autre truc, donc point numéro 4, et ça, vraiment, j'aurais vraiment apprécié de le savoir beaucoup plus tôt. On fait tous des product principles. On entend tous, toujours les PM sont toujours product principles. Instagram a des super product principles. Apple en avait aussi. Tout le monde adore ça. Ça fait toujours très branché quand on a des bons product principles. Donc, on fait tous ça. Et en gros, en général, le product principle, c'est « Oh, my product is going to be super simple. » Simplicity. Ouais. Ben, ça, en fait, ce n'est pas un product principle. Je pense qu'il y a très peu de gens qui vont vous dire « Non, on va créer un produit qui est compliqué. » Ça, c'est ce qu'on va faire, un produit que personne ne va dire on va créer un produit compliqué. Donc, tout le monde va être d'accord avec le fait qu'on va créer un produit simple. Et en fait, ça n'aide pas. En fait, les product principles, c'est censé aider dans des discussions qui sont controversiales. Je sais pas, controversées, pardon. Et donc, la manière dont moi, je crée des product principles, c'est qu'en général, donc on met toute l'équipe ensemble, on dit, OK, allez, tout le monde, allez-y avec des post-it, écrivez tous les product principles qu'on pourrait avoir. Alors après, on les met tous sur un mur, et après, on donne des post-it, des piles bleues et rouges, et on dit aux gens, les bleus, c'est que vous êtes d'accord, les rouges, c'est que vous n'êtes pas d'accord. Et donc, tout le monde va sur chaque product principles et dit, je suis d'accord avec celui-là ou je ne suis pas d'accord avec celui-là. Tous les product principles qui ont du bleu et beaucoup de bleu, en fait, ce n'est pas des product principles. Tous les product principles qui ont que du rouge ne sont pas des product principles. Parce qu'on est tous d'accord, en fait. Par contre, ceux qui ont la moitié de bleu et la moitié de rouge, alors ça, c'est bon, ça. Parce que ça, c'est des bonnes discussions. Un exemple, par exemple, quand on était sur Facebook Groups, une des idées qu'on avait, c'est les admins de groupe sont plus importants que les membres. Et donc, dans le product développement, on doit toujours prioriser les admins par rapport aux membres. Ben, ça, c'est une vraie discussion. Et il y a des gens qui pensent que non, les membres sont plus importants. Et des gens qui pensent que les admins sont plus importants. Et pour nous aider à faire des décisions de priorisation sur le produit, on a été obligé de créer un product principles qui adressait ce cas-là. C'est marrant. Moi personnellement, alors il y en a peut-être ici dans la room, mais je connais pas beaucoup de startups ni de scale-up qui a des product principles, comme tu dis, vraiment des croyances très très fortes autour du produit qui sont posées, et qui permettent de trancher dans des situations compliquées, quoi. Et ça évite d'avoir des bons product principles, ça évite beaucoup de conflits en interne. Le cinquième truc, et là, c'est plutôt un truc de carrière. Donc, on utilise aussi beaucoup le framework Explore, Expand, Extract pour un produit. Donc, la première phase d'un produit, c'est de trouver le product market fit. Donc, on explore. Une fois qu'on a un product market fit, on cherche à scaler. Donc, ça, c'est de expand. Et une fois qu'on a scalé, extract, c'est monétiser et prendre de la valeur. Et en fait, la même chose s'applique à votre carrière en tant que PM. Les premières années, il faut explorer. Il faut voir, mais
quels sont mes superpowers, qu'est-ce que j'aime faire, quelles sont les situations, le type de produit auquel j'ajoute de la valeur, jusqu'à ce que vous trouviez votre place, en fait. Et ça veut dire que vous allez faire du A/B test, vous allez faire des jobs différents, il y a des trucs qui vont marcher, des trucs qui ne vont pas marcher. Faut pas se taper dessus s'il y a des trucs qui ne marchent pas, ce qu'on a tous tendance à faire, évidemment. Mais il faut faire du A/B test, il faut tester les choses. Vous allez passer les premières années comme ça. Après, la deuxième partie de votre carrière, ça va être expand. OK, maintenant j'ai trouvé ce que je fais. Comment je vais le faire pour des projets qui vont en fait me permettre de grandir, quoi, OK, j'ai géré un produit qui avait 100 utilisateurs payants. Maintenant, je vais gérer un produit qui en a 1 million, par exemple. Donc ça, on scale. Et puis, la dernière partie de votre carrière, c'est quand vous extractez. Donc ça, c'est là où vous allez en fait… c'est là que potentiellement, vous gagnez plus d'argent de manière très pragmatique. C'est là que vous allez faire les… c'est comme ça que vous allez créer de la valeur, en fait, pour vous. Ça veut dire que toi, tu ne dois pas être très, très loin à l'IPO de toi-même, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un bon truc, ouais. IPO de toi-même, pas mal, ça. Est-ce que ça veut dire que… toi, par exemple, ça a été quoi les superpowers que tu t'es découvert et à l'inverse, les trucs où tu t'es dit « Waouh, je suis vraiment mauvais là-dedans. » Alors déjà, il y a plus de trucs dans lesquels je suis mauvais que des trucs dans lesquels je suis très bon. Alors déjà, le truc avec les superpowers, c'est qu'on a tendance à ne pas les voir. Parce que comme ces trucs sont super naturels, on a l'impression que tout le monde les a ou que tout le monde doit les avoir. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Moi, un de mes trucs, c'est que je suis un people person. C'est-à-dire que j'aime les gens, j'ai un EQ qui est assez élevé pour la Silicon Valley. J'adore gérer des orgs, j'adore gérer des équipes. Et c'est vraiment un truc que j'ai appris, que ça m'a toujours plu, que je l'ai toujours plus ou moins bien fait. J'ai fait des bêtises, mais j'ai réussi à m'améliorer. Et aujourd'hui, c'est un vrai truc, quoi, d'être capable de gérer une équipe de 300, 400 personnes, de faire en sorte que tout le monde est aligné sur une vision, que tout le monde est excité, qu'il y a une motivation, qu'on peut exécuter rapidement, qu'il y a une bonne ambiance. C'est des vraies qualités. Et moi, je pensais que tout le monde avait ça. Jusqu'à ce que je rencontre des gens qui ont complètement zéro EQ. Et en fait, on se rend compte que non, en fait, d'arriver à avoir de l'empathie par rapport à quelqu'un, d'arriver à avoir une conversation avec un autre être humain où en fait, tu n'es pas robotique, ben, en fait, c'est une qualité. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont cette qualité, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne l'ont pas. Et donc, il faut accepter de faire, OK, ben ça, c'est un de mes superpowers. Bon, j'en ai d'autres, mais ça faisait partie des superpowers. Les trucs où je ne suis pas bon, quels sont les trucs où je ne suis pas bon? Je ne suis pas bon si je n'ai pas d'interaction avec l'utilisateur. Encore une fois, ça vient un peu avec le côté people, mais j'ai fait des jobs où en fait, j'avais pas de connexion avec l'utilisateur, et ça, je suis une catastrophe. Déjà, je m'ennuie, mais en plus, je n'y arrive pas, quoi. Je n'arrive même pas à créer un doc, je ne vais même pas écrire de ligne, quoi. Donc, tous les jobs, toi, tu as plein de jobs, toi, des jobs d'outils internes, par exemple, des trucs comme ça, je ne pourrais pas faire. Et à l'inverse, est-ce que ça veut dire qu'il y a des superpowers qui sont un peu des prérequis pour vraiment exceller en product management dans la tech? Non, mais en fait, de manière, donc, tu as des trucs que tu dois être capable de faire en tant que PM, d'accord? Donc, avoir un product sense, par exemple, si tu n'as pas de product sense, ça va être très dur d'être un bon PM. Si tu ne sais pas exécuter, ça va être très dur
d'être un PM. Tu vois. Le superpower, c'est vraiment les trucs où tu excelles, quoi. Toi, les trucs où tu as des gens qui vont te demander mais comment tu fais ça? Comment tu as réussi à faire ça? Alors, l'autre truc, donc on est maintenant au point numéro 6. Alors ça va être life-changing et je vous conseille d'utiliser ça au travail et aussi dans votre vie sociale. Il y a 2 types de gens. Il y a les gens qui vont vous prendre de l'énergie et les gens qui vont vous en donner. C'est tout. Il n'y a pas une catégorie qui est bien et une autre qui est mal. C'est juste 2 types de relations qu'on a. Il faut être conscient de à qui vous allez parler à quel moment. Par exemple, le lundi matin à 9 h, ne prenez pas un meeting avec quelqu'un qui va vous prendre de l'énergie. Ça ne sert à rien. Le lundi matin, personne ne veut ça. Lundi matin, vous voulez un bon meeting avec quelqu'un que vous aimez bien. Vous savez qu'à la fin du meeting, on se sent bien, on est prêt pour la semaine. Ne mettez pas 4 meetings de suite avec des gens qui vont prendre de l'énergie. Parce que là, derrière, faut ouvrir la bouteille de vin et la journée est finie. Commencez toutes vos journées avec des gens qui vous donnent de l'énergie. Moi, je fais ça tous les jours à 9 h. Je sais que les gens que je rencontre à 9 h le matin tous les jours, donc vous en faites partie, sont des gens qui donnent de l'énergie. Parce que sinon, ma journée, elle est cassée dès le départ. Si ton équipe, c'est ça, ils doivent se dire « Oh mince, je suis jamais dans l'équipe de 9 h. » Je suis jamais à 9 h, voilà. Mais par exemple, les gens que je supporte à Facebook, par définition, quand on a un one-on-one avec eux, eux, ils veulent me prendre de l'énergie, ce qui est normal. Donc, être conscient de ça, c'est vachement important en fait. Parce que ça permet de gérer la journée de manière à ce que vous gardez un taux d'énergie assez élevé pour pouvoir faire tout ce que vous avez à faire. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Alex, là, c'est ce qu'a écrit Aurélie dans le chat sur ses conseils carrière. L'équipe est telle qu'elle est, ne pas chercher à la changer, mais construire avec. Et ce qui est vrai, c'est que encore plus, pour le coup, dans la vie pro que dans la vie perso, on compose avec des personnalités. Et de temps en temps, on est mis dans des équipes où, oui, de toute façon, c'est comme ça. Et plutôt que de subir, on peut en fait agir et en faire un atout et se dire, bon, il y a des personnes que je verrai à tel moment, à telle chose. Et donc, j'aime bien ce côté, en fait, qui est être dans l'action plutôt que d'être dans le oh là là, faut que je compose, ça va pas le faire. Exactement. Alors qu'il y a du bon à prendre. Si chacun est mis dans une bonne position, normalement, il y a du bon à prendre après chez chacun. Par exemple, un meeting, ce qu'on appelle les low energy meetings, juste avant le déjeuner, c'est très bien en fait. Parce qu'après, il y a un break à le déjeuner, hop, cool. On revient. Donc ça, moi, ça m'a beaucoup aidé. On est au numéro 7, ça? Ouais, 7, numéro 7. Okay. Une bonne stratégie, ce n'est pas forcément celle qui donne la solution qu'on va suivre. Pour moi, une bonne stratégie, c'est celle qui explique toutes les options qu'on a de manière neutre et qui permet de choisir la direction qu'on va prendre. Donc, très souvent, on voit des équipes dire « Ah ben voilà, tel truc, on va faire ça. » Et en fait, je suis plus intéressé par quelles sont toutes les autres choses qu'on peut faire que vous avez décidé de ne pas faire. Et très souvent, ce qu'on trouve, c'est que les équipes ont tendance à indexer plus sur le path forward que sur, en fait, toutes les options qu'on a. Et plus vous êtes capable de présenter toutes les options que vous avez d'une manière neutre, c'est-à-dire d'être capable d'argumenter pour chacune d'entre elles au même niveau. Plus vous êtes capable de faire ça, et plus vous allez créer de la confiance.
La confiance, elle vient pas parce que vous êtes excité sur une idée. La confiance, elle vient parce que quelqu'un sait que, OK, vous avez vraiment tout regardé, vous avez une bonne connaissance du problème, vous avez bien identifié les solutions et vous savez où vous allez. Et est-ce que c'est ça que ça veut dire l'idée selon laquelle un product manager est un chef d'orchestre et prend en compte les parties prenantes et prend en compte les Non, différentes... non. Ça, c'est plus l'idée que ça vient plus un peu du côté de skeptical. C'est plus l'idée que le PM est vraiment la personne qui doit s'assurer qu'il n'y a aucun blind spot, qu'on a tout regardé. Quelles sont toutes les options qu'on a? C'est le concept d'être thorough, en fait, en anglais. C'est vraiment l'idée de te dire que tu es un expert, tu as tout regardé et tu avances. C'est le cas pour les startups. Dire qu'un startup CEO est censé être quelqu'un qui comprend très bien son sujet et qui connaît toutes les directions possibles pour régler le problème, mais qui a choisi une direction spécifique, mais il connaît tous les autres. Enfin, ou elle connaît tous les autres. Un autre truc qui a été assez marrant, quand j'ai fait mes entretiens à Facebook, j'ai rencontré, donc j'avais un entretien avec Chris Cox de CPO, et j'ai posé la question à Chris, qu'est-ce que tu vas garder qu'est-ce que tu as appris que tu vas garder avec toi dans ton futur en termes de product? Et Chris m'avait répondu à l'époque, m'a dit, écoute, quand on veut créer quelque chose from scratch, on n'est pas c'est pas facile. Par contre, quand on identifie une sorte de comportement sur la plateforme assez intense, mais qui touche très peu de gens, en fait, et qu'on arrive à le scaler, ça, c'est bon. Donc, par exemple, si tu vois demain, je donne un exemple, à un moment, Facebook a réalisé que les gens partagent, on voit qu'il y a certaines personnes qui partagent beaucoup de vidéos. Ben, on lance vidéo. Ou on voit certaines personnes qui utilisaient Groups, alors c'était pas beaucoup, hein, mais il y a des gens qui utilisaient Groups pour vendre des trucs, ce qu'on appelle des for sale groups. Il y a peut-être que les gens veulent utiliser Facebook pour faire du marketplace, faire du commerce. Donc, et ça, en fait, ce système-là est quelque chose que très souvent, quand on fait du PM, on essaie de trouver, on lance une feature, on regarde le A/B test et on essaie de voir quel est mon top line impact. Est-ce que j'arrive à faire bouger les choses? Et en fait, il y a autant de valeur à se dire, attends, il n'y a peut-être pas de top line impact parce que c'est dilué dans le truc. Par contre, est-ce qu'il y a 5 personnes qui adorent ce truc, mais genre qui utilisent cette feature tout le temps, jour et nuit? Est-ce qu'il y a 5 personnes où c'est super intense pour eux? Parce que si c'est le cas, allons leur parler, allons comprendre ce qui marche avec eux, et peut-être qu'on peut en fait scaler ça à tout le monde. Et ça, c'est une autre vision de comment développer le produit qui, je trouve, est excessivement intéressante. Même quand vous faites une startup, quand on fait une startup, on va se dire, attends, combien j'ai de daily active people? C'est peut-être pas ça qui est intéressant. C'est combien de gens, mettons qu'on fasse un photo sharing startup. Photo sharing, on dit, bon, il faut partager des photos. Ouais. Donc, combien de daily active people j'ai? Ok, d'accord, c'est bien. Maintenant, imagine que j'ai 100 personnes qui partagent une photo toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes dans leur journée, ils partagent une photo. Ça m'intéresse. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose. Par contre, c'est sur ce use case-là qu'il faut que je me concentre. Pas sur l'ensemble qui est dilué, en fait. C'est ce use case-là qui est vraiment intéressant. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a tendance à mettre l'accent sur la discovery et le fait de... Enfin, dans le sens...
où en tant que product manager, tu vas faire attention à regarder comment attirer des nouveaux utilisateurs, comment convertir des nouveaux utilisateurs, comment lancer des nouvelles fonctionnalités. Tu vas toujours être un petit peu dans ce mouvement, un peu dans le futur, en fait. Et tu vas moins te concentrer sur l'existant, sur tes utilisateurs actuels et sur comment certains retirent de la valeur sur ton produit tel qu'il est fait, quoi. Ouais. Est-ce que ça veut dire justement que dans ta semaine, quand tu fais du produit, même quand tu débutes dans le produit, dans ta semaine, tu as forcément des moments où tu observes, tu regardes, tu parles, surtout tu observes, tu regardes les chiffres. Il faut aller deep dans les data, oui, ça c'est clair. Ouais. Mais il ne faut pas s'arrêter au top line. Il faut aller deep, c'est-à-dire il faut vraiment regarder, ok, combien de gens m'utilisent vraiment? Combien de gens adorent ce truc? Dans le même sillon, en fait, le 9e conseil, c'est d'essayer de comprendre quels sont les... Alors, je vais utiliser mon anglais puisque c'est plus facile pour moi. The riskiest assumption. Donc, en fait, quand on a un produit, on a une idée, on a un produit, c'est quelles sont les choses qui doivent être vraies pour que ça arrive. Et de prioriser ce genre de choses dans le sens où la première chose qu'on doit tester, c'est probablement la chose qui, si elle n'arrive pas, rien n'arrive. Par exemple, dans l'exemple des voitures autonomes, est-ce qu'on va être capable de créer des voitures autonomes? Est-ce qu'on peut créer un engin qui permet des voitures de démarrer, de rouler toutes seules et de comprendre les signes de route, etc. Si ça n'arrive pas, rien ne va arriver. Donc ça, c'est ma riskiest assumption. Après, il y en a d'autres. C'est est-ce qu'on va être capable de le faire à scale, etc. Mais la première, c'est ça. Donc, de toujours, en fait, commencer par valider ce qui est le plus risqué. Par valider l'hypothèse qui, si elle n'arrive pas, rien n'arrive. Et on peut faire une priorisation des hypothèses. Donc, la première est celle qui, si elle n'arrive pas, rien n'arrive. La deuxième, si elle n'arrive pas, probablement rien n'arrive, mais bon, peut-être qu'il y a comme... Et en fait, on dérisque l'investissement au fur et à mesure. Et le dernier conseil, qui là aussi est très pragmatique, mais je vous promets que ça change tout. Quand vous écrivez un document, et donc votre document, en général, il y a une série de paragraphes. La première ligne de chaque paragraphe doit être en gras et doit résumer ce que vous dites dans le paragraphe. Ce qui me permet, moi, en tant que lecteur, si vous m'envoyez un document de 2 pages, je ne lis que ce qui est en gras et je comprends ce que vous voulez dire. On sent que ça t'est arrivé de recevoir des documents avec aucun gras. J'en ai fait, mais attention, je n'ai pas dit de mettre du gras. J'ai dit la première ligne du paragraphe est en gras. C'est tout. Donc, t'imagines, d'un point de vue visuel, tu as 5 paragraphes et 5 premières lignes sont en gras. Je peux lire ce truc en gras, ça va. Peut-être les 2 premières lignes sont en gras, parce que c'est le truc principal. Mais le point qui est en gras, c'est ce que vous voulez que la personne reprenne. Et écrivez de manière le plus simple possible. En fait, ce que ça souligne aussi, Alex, ce que tu dis là, c'est une certaine culture de l'écrit à avoir aussi. Parfois, on a le réflexe d'attendre, d'aller se faire une réunion pour se dire quelque chose, d'aller, etc. Et là, c'est comment gagner du temps en instaurant aussi ça. Et alors, moi, j'avais tendance aussi à dire, parce que j'aime bien cette histoire de on met en gras et après, il y a le documentaire, c'est que si tu lis tous les titres en gras de ce document, en fait, tu as lu une histoire, ça a s'enchaîné et tu as tout compris, quoi. L'autre truc, c'est quand on fait du PowerPoint, tous les titres doivent dire une histoire.
Si je lis que les titres de votre PowerPoint, je dois savoir ce que vous voulez dire. L'erreur qu'on voit beaucoup, c'est des gens font un PowerPoint et ils disent status ou contexte. Voilà, contexte, data. Ça m'aide pas beaucoup, quoi. Alors que, et nous, on faisait cet exercice, hein, c'est-à-dire qu'on faisait imprimer les. C'était à Yahoo qu'on faisait ça. Et Yahoo était très bon en PowerPoint. On imprimait tous les PowerPoint et on mettait les papiers, en fait, on faisait que les titres. Et on regardait si ça racontait notre histoire. Ouais, c'est intéressant. Moi, j'ai appris ça chez Bain & Compagnie en conseil. Honnêtement, en tant que consultant, c'est un des grands. Enfin, je suis contente de l'avoir appris aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est synthétiser ça, qu'on le fasse dans un document, dans un PowerPoint. C'est comment je synthétise ma pensée. Et en fait, c'est pas si simple de raconter une histoire avec des titres. Et en revanche, faire l'effort, ça apprend énormément de choses. Je suis complètement d'accord avec ça. Ça revient un peu au storytelling dont on parlait un peu plus tôt. Ouais. C'est pas si simple parce que quand tu fais du produit et que tu as beaucoup étudié ton sujet, fait énormément de data, beaucoup priorisé, tu as tendance à mettre en avant des choses qui sont très factuelles, des pourcentages, des courbes, des chiffres, énormément de bullet points, alors que derrière, le plus gros, quand tu as fait tout ça, le plus gros du travail reste à faire. Et tu as besoin de vraiment raconter une histoire, comme tu dis, pour pouvoir la vendre, en fait, derrière. Ouais, les chiffres n'importent peu, en fait. Ce qui compte, c'est ce que tu en déduis. Alors, on arrive à la fin de ces 10 conseils, et franchement, c'était, enfin, je sais pas pour vous ici, mais moi, j'ai trouvé ça hyper inspirant. Je pense que tu aurais pu faire mieux te connaissant, mais c'était déjà hyper inspirant. Non, je plaisante. Merci Béni pour le feedback. C'était vraiment top. Il nous reste 10 minutes et vraiment, vous avez toute la place pour poser toutes les questions que vous voulez à Alex. Toujours dans ce contexte où on cherche à recueillir un petit peu des conseils pour Product Manager. Justement, chez Facebook, j'imagine que vous avez un petit peu des pratiques pour échanger, vous former autour de ces sujets-là. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à Facebook. On utilise Workplace, qui est donc Facebook pour le business. Qui en fait, on a nos groupes, on a notre Facebook, tu suis les gens, donc on écrit on écrit des papiers, on écrit sur notre expérience, des trucs qu'on a appris. Facebook est assez génial dans le sens où c'est une boîte qui est excessivement focus sur l'apprentissage en fait, parce que si tu regardes, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont à gérer les genres de problèmes qu'on a à gérer. Il n'y a pas de boîte qu'on a scale qu'on a, par exemple. Et donc, on est un peu... toi, tu es toujours un peu au forefront de ce qui doit se faire. Donc, on a réalisé que c'est notre communauté PM, en fait, qui nous permet vraiment d'apprendre et d'avancer. Alors, on a une question de Sébastien et une réponse de Romain. En tant que Product Manager, quand tu arrives dans une entreprise, quelle est la première chose que tu as à faire? Ça, c'est une super truc. Ouais, j'aime beaucoup ça. Alors, il y a plusieurs choses. Je vais vous donner 2 histoires. C'est un truc, mais alors ça, tu vois, je n'ai pas mis dans les top 10, j'aurais dû le mettre parce que c'est vraiment le truc dément, quoi. Quand vous rejoignez une équipe, la première chose à faire, c'est vous allez voir donc tous les gens en dessous, d'accord, si vous gérez une équipe ou des choses, tous vos peers et le layer au-dessus de vous. Vous allez faire des one-on-one avec tous ces gens-là. Et vous leur posez une question. Et vous prenez des notes dans chaque meeting, des notes détaillées. Et la question, c'est celle-là. Quelle est la situation dans 6 mois pour que vous disiez que je suis la meilleure chose qui soit arrivée à cette équipe? Qu'est-ce que vous pensez qui a dû arriver pendant 6 mois pour que que cette personne, vous disiez d'avoir embauché Alex, mais c'était heureusement qu'on a fait ça. Quel bonheur. Ça a tout changé. Ça en arrivant? Carrément. Hein. Et alors, qu'est-ce qui m'est ressorti? Ils n'ont pas été gâtés. Hein. Non, mais en fait, il y a plusieurs choses qui ressortent.
un, déjà, c'est que ça te crée ton blueprint. Tu sais ce que tu dois faire. Deux, tu vas réaliser que 80% des trucs que les gens valorisent sont super faciles à faire. Genre, tu as des gens qui vont dire ah bah, si on pouvait avoir des agendas dans tous nos meetings, ça serait génial. OK. Bon, bah ça, tu peux le faire en une journée. Maintenant, à partir de maintenant, tous les meetings ont des agendas. Hop, voilà. Et ce que tu fais, et tous les mois, tous les 2 mois, tu fais des meetings tu fais un follow-up avec ces gens-là. Tu leur dis, tiens, voilà ce que tu m'as dit. Voilà ce que j'ai fait. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu n'es pas d'accord? Est-ce que faut que je fasse des choses mieux, pas mieux? Et ça te permet de linder dans une équipe de manière, tu verras, tout le monde, tu vas enlever tout d'un coup tous les conflits que tu peux avoir quand tu rejoins une équipe qui peuvent arriver. La deuxième chose que j'ai faite à Facebook, je ne sais pas, je sais pas comment ça s'applique à d'autres boîtes, mais donc à Facebook, on a des cafés à machine. Enfin, on fait des lattés, quoi. Et moi, je ne savais pas faire des lattés. Et donc, pendant 3 mois, tous les matins, je me plantais devant la machine à café. Et dès qu'il y avait quelqu'un qui arrivait, qui se faisait un latte, je me présentais et je leur demandais de m'apprendre. Bon, alors il y a 2 choses qui se passent quand tu fais ça. Un, j'ai appris à faire des lattés. Donc ça, c'était plutôt une bonne chose. Ça m'a servi plus tard. Et 2, j'ai rencontré plein de gens. Et du coup, on s'est rencontrés pas forcément à cause du travail. On s'est rencontrés sur un truc aussi bête que de faire un café. Et ça m'a créé énormément de connexions. Ça marche plus quand la boîte est un peu plus grande. Mais ça, c'était assez... je trouvais que c'était assez malin. J'étais fier de moi à l'époque. Tu m'étonnes. Toi, tu as un parcours assez atypique parce que tu as été entrepreneur pendant longtemps, tu as revendu dans la tech, tu as revendu derrière White Truffle. J'ai mergé, pardon, White Truffle. En fait, en quoi le fait d'avoir fait ça a fait de toi un meilleur product manager derrière? Je ne sais pas, ça m'a fait... Très honnêtement, je me demande si en fait, si j'aurais pas dû inverser les choses. Si j'aurais pas dû faire Facebook avant de faire ma boîte. Parce qu'une boîte comme Facebook, c'est du costaud en PM. Hein. Tu as des ressources que tu n'as pas forcément ailleurs. La barre est assez haute et le niveau le niveau est assez haut en fait. Non pas parce que je dis pas ça parce que je suis là-bas, c'est juste que je suis plutôt assez impressionné avec des PM avec qui je travaille. Et je pense que si j'avais eu cette expérience Facebook avant de faire ma boîte, j'aurais probablement été plus successful. J'aurais vendu ma boîte, non pas mergé ma boîte. Et il n'y a pas que Facebook, hein, c'est la même chose des boîtes comme Amazon, Google, Netflix. Je suis persuadé qu'à Paris, il y a énormément de boîtes aussi comme ça, où je pense que de trouver des boîtes où il y a une structure un peu plus grande, qui ont une réputation d'avoir des très bons PM ou de faire du bon boulot en PM, c'est une super école en fait. Parce qu'il y a l'école PM, là. Après il y a l'expérience PM, mais je pense que d'avoir très tôt dans sa carrière d'être exposé au niveau de certaines boîtes est quand même super. Et qu'est-ce que tu apprends là? Ça fait quelques années que tu es chez Facebook. Qu'est-ce que tu apprends là maintenant qui aurait fait, à l'inverse de toi, un meilleur entrepreneur? Beaucoup des choses dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est des choses que j'ai appris à Facebook aussi. Donc, ça fait partie des... Toi, sur White Truffle, j'aurais aimé être beaucoup plus skeptical.
Tu vois, on était très optimiste parce que c'était l'entrepreneur, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Si moi, je ne crois pas à mon idée, qui est-ce qui va y croire? Et en fait, c'est une mauvaise posture. Tiens, je vais répondre aussi à la question, là. Une question sur comment placer le curseur entre les postures PM qui proposent et PM qui décident sur les stratégies. C'est très simple, on montre toutes les options et puis on dit, ben voilà, moi je pense que c'est ça l'option à choisir pour ces raisons-là. Maintenant, je suis ouvert à une discussion si vous voulez avoir une discussion. Je pense qu'il y a moyen de faire les deux. On est en 2021, le Covid a eu beaucoup d'effets sur la tech, sur le produit. Tu vois quoi, toi, comme tendance aujourd'hui dans cet univers, en particulier sur le product management? Attends, je lisais une question. Attends, avant de venir à ta question, j'ai donné une autre question qui était comment être un PM sceptique efficace vu tous les attendus qu'il y a sur le PM? Comment savoir jusqu'où questionner? Alors, donc, il faut savoir quand questionner, en fait, et où questionner. Moi, je fais beaucoup de questions tout seul. Comme ça, je ne fais pas peur aux gens. Parce que c'est vrai que le PM doit être optimiste, guider les gens. Donc, si jamais on est dans les meetings et vous passez votre temps à questionner tout le monde, donc il faut faire attention avec qui vous faites ça. Moi, honnêtement, je fais ça très souvent tout seul le soir chez moi. Je prends un papier et je commence à écrire tous les trucs. Et après, je vais en discuter avec 2-3 personnes dont je sais qu'elles sont OK avec ce genre de discussion. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention avec qui on le fait. Mélie, c'était quoi ta question? C'était sur les tendances, en fait, autour du product management. Est-ce que tu en vois des nouvelles, notamment du fait du Covid, du fait de ce que ça a changé? Ben, je pense que le plus grand changement, c'est qu'on va travailler beaucoup plus à la maison. Donc, ça, c'est un vrai changement et je pense que ça impacte beaucoup le PM parce que on parle souvent du PM qui est la glue de l'équipe, enfin, la colle de l'équipe, qui ramène tout le monde ensemble. Et c'est beaucoup plus difficile à faire sur Zoom qu'en personne. C'est clair. Et ça, c'est... Alors moi, j'utilise beaucoup Airbnb Experience avec mes équipes. On a appris à cuisiner et à faire des cocktails. Ça, on a cuisine turque, on fait des pâtes, on a fait des cocktails au gin, et puis tu as plein de trucs comme ça que tu peux faire partout, donc ça, c'est super. Mais ça, je pense que c'est un vrai challenge. Et je crois qu'on commence à voir maintenant, ça fait maintenant 1 an qu'on est complètement isolés, on commence à voir il y a des trucs qui se passent qui ne se seraient pas passés si on était au bureau. Donc, je pense que ça, c'est un des plus gros challenges. Et je ne pense pas qu'on va revenir dans un système où on sera tous au bureau tout le temps. Ça n'existera plus. Et ça va être encore plus compliqué parce qu'aujourd'hui, tout le monde est remote, mais le jour où on va être dans un système hybride qui semble être ce qu'on va faire, tout d'un coup, tu vas avoir des gens qui sont sur place et des gens qui sont en remote. Et là, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Un meeting, par exemple, là, ça va, on est tous en remote. C'est super. Le jour où 5 d'entre nous sont dans la même pièce et que tous les autres ils sont sur un écran, ben, la discussion est très différente. On refera alors dans ce cas-là un Zoom avec toi d'ici quelques temps pour que tu nous donnes les 10 conseils pour gérer ces réunions en remote. Merci beaucoup Alex, merci d'avoir été là vous tous. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire. N'hésitez pas à nous mettre une note entre 0 et 5 sur le chat. C'est toujours cool Merci tout le monde. Le petit retour, voir votre conseil préféré. Merci beaucoup Alex, encore une fois. Merci à vous tous. Super inspirant, vraiment très cool de ta part. Et on se reverra bientôt. Merci Annabelle. Non, merci. Je vais vraiment penser à tout ça en disant ok. Ouais. J'aime beaucoup les histoires d'énergie et c'est vrai, le lundi matin, c'est tellement précieux. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et toute l'équipe Maestro, hein, Héloïse, Flavie, très très cool, comme à chaque fois. Et bonne soirée à vous tous et toutes. Tu as bien fait de finir par le gin, là, parce que toi, c'est l'heure du café, nous, c'est l'heure de l'apéro. Ouais. Cache ta bière dans ton café si tu veux prendre une bière avec nous. C'est clair. Ouais. Et à très bientôt tout le monde et à très bientôt Alex. À bientôt. Salut Alex, merci. Merci beaucoup.